Le 15 août 1971, un dimanche soir, le président Richard Nixon apparaît à la télévision américaine pour annoncer ce qu'il présente comme une mesure temporaire destinée à protéger l'économie nationale. En réalité, ce qu'il vient de faire, c'est rompre unilatéralement la promesse la plus fondamentale du système monétaire international, la convertibilité du dollar en or. À partir de cet instant, le dollar américain, monnaie de réserve mondiale, ne repose plus sur aucun actif tangible. Il flotte, suspendu dans le vide, soutenu uniquement par la confiance, la force militaire et la domination géopolitique des États-Unis. Ce qui était présenté comme temporaire ne l'a jamais été. Plus de 50 ans plus tard, ce système de monnaie fiduciaire pure, fondé sur la dette et l'expansion monétaire illimitée, arrive à son point de rupture. Les signaux d'effondrement ne sont plus des avertissements lointains. Ils sont déjà là, inscrits dans les bilans des banques centrales, dans les flux de capitaux mondiaux, dans les accords commerciaux conclus hors du dollar, dans les mouvements souterrains des élites financières qui repositionnent discrètement leurs avoirs. Ce qui se joue aujourd'hui n'est pas une simple crise monétaire. C'est la fin d'un empire économique, et personne ne vous dira quand le dernier acte commence réellement. Pour comprendre ce qui se passe en ce moment, il faut d'abord comprendre ce qu'est réellement le dollar américain dans l'économie mondiale. Ce n'est pas simplement la monnaie d'un pays parmi d'autres. C'est l'infrastructure même du commerce international, le carburant des transactions financières, la réserve de valeur des banques centrales, le pilier sur lequel repose l'ensemble du système de crédit mondial. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le dollar occupe cette position unique, garantie d'abord par l'or, puis par la puissance militaire, technologique et diplomatique des États-Unis. Mais cette domination n'est pas un droit naturel. Elle repose sur un équilibre fragile. Tant que le reste du monde accepte de détenir des dollars, de commercer en dollars, de thésauriser des bons du Trésor américain, le système fonctionne. Mais dès que cette confiance vacille, dès que des alternatives émergent, dès que les créanciers historiques des États-Unis commencent à vendre leurs réserves, tout le château de cartes peut s'effondrer en quelques mois. Et c'est précisément ce qui est en train de se produire. Les chiffres sont implacables. La dette publique américaine dépasse aujourd'hui 34 000 milliards de dollars, soit plus de 120% du PIB. Chaque année, les États-Unis dépensent plus qu'ils ne collectent et comblent le déficit en émettant davantage de dettes. Les intérêts sur cette dette représentent désormais l'une des lignes budgétaires les plus importantes du gouvernement fédéral, dépassant même les dépenses de défense dans certaines projections. Pour financer cette spirale, la Réserve fédérale imprime de la monnaie, achète des obligations, injecte des liquidités dans le système bancaire. Ce processus, qu'on appelle pudiquement assouplissement quantitatif, est en réalité une dévaluation continue de la monnaie. Chaque dollar imprimé dilue la valeur de tous les autres. Et pourtant, tant que le dollar reste la monnaie de réserve mondiale, les États-Unis peuvent exporter cette inflation vers le reste de la planète. C'est ce qu'on appelle le privilège exorbitant. La capacité d'imprimer la monnaie que le monde entier utilise et de faire payer la facture à tout le monde. Mais ce privilège ne dure que tant que le monde l'accepte. Pour saisir toute l'ampleur de ce qui se joue, il faut remonter à 1944, à Bretton Woods, une petite station de villégiature dans le New Hampshire. Là, dans un hôtel isolé, se réunissent les représentants de 44 nations pour reconstruire le système monétaire international détruit par la guerre. L'Europe est en ruine, l'Asie ravagée, et une seule puissance émerge intacte, plus forte que jamais, les États-Unis. Ils détiennent alors plus de 70% des réserves d'or mondiales, accumulées pendant les années de guerre. Le système qui en résulte est simple mais révolutionnaire. Toutes les monnaies seront arrimées au dollar, et le dollar sera convertible en or à un taux fixe de 35 $ l'once. En d'autres termes, les États-Unis deviennent le banquier central du monde. Le dollar devient à good à gold, aussi bon que l'or. Cette architecture monétaire va dominer les 3 décennies suivantes et permettre la reconstruction de l'Europe, l'expansion du commerce mondial, la naissance des institutions multilatérales comme le FMI et la Banque mondiale. Mais dès le début, un problème structurel mine ce système. Pour que le commerce mondial fonctionne, il faut suffisamment de dollars en circulation. Or, la seule façon pour les États-Unis de fournir ces dollars au reste du monde, c'est de dépenser plus qu'ils ne gagnent, c'est-à-dire de maintenir un déficit de la balance des paiements. Plus les États-Unis exportent de dollars, plus ils s'endettent. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Triffin, du nom de l'économiste belge Robert Triffin, qui, dès 1960, alerte le Congrès américain sur cette contradiction fatale. Si les États-Unis maintiennent un excédent, le monde manque de liquidités et le commerce s'effondre. S'ils maintiennent un déficit, ils émettent trop de dollars par rapport à leurs réserves d'or, et le système devient insoutenable. Triffin prédit que ce dilemme conduira inévitablement à une crise. Il a raison. Dans les années 1960,
Alors que les États-Unis s'enlisent dans la guerre du Vietnam et déploient des programmes sociaux coûteux sous l'administration Johnson, les dépenses publiques explosent. Des dollars sont imprimés en quantité croissante pour financer ces politiques. À l'étranger, les créanciers commencent à douter. La France, sous la présidence de Charles de Gaulle, est la première à agir. En 1965, de Gaulle dénonce publiquement le « privilège exorbitant » américain et ordonne à la Banque de France de convertir ses réserves de dollars en or. Des navires français traversent l'Atlantique pour rapatrier des lingots stockés dans les coffres de la Réserve fédérale de New York. D'autres pays suivent. L'Allemagne de l'Ouest, la Suisse, les Pays-Bas commencent eux aussi à réclamer leur or. Entre 1959 et 1971, les réserves d'or américaines fondent de moitié. En 1971, il devient évident que les États-Unis ne peuvent plus honorer leurs engagements. Il y a bien plus de dollars en circulation dans le monde que d'or dans les coffres de Fort Knox. C'est dans ce contexte que Nixon prend sa décision. Le 15 août 1971, il ferme la fenêtre d'or. Les États-Unis cessent unilatéralement de convertir les dollars en or. Les partenaires internationaux sont pris au dépourvu. Aucune consultation préalable, aucune négociation. Le système de Bretton Woods s'effondre en une soirée. Dans les mois qui suivent, les monnaies flottent, les taux de change deviennent volatiles, l'inflation s'accélère. Ce qu'on appelle pudiquement le « choc Nixon » est en réalité une déclaration de faillite partielle. Les États-Unis ont renié leurs promesses fondamentales. Mais ils restent suffisamment puissants pour imposer un nouveau système. Le dollar papier, non convertible, soutenu uniquement par la confiance et la force. Et pendant 50 ans, ce système a tenu. Jusqu'à maintenant. Ce qui fait tenir une monnaie fiduciaire, c'est la confiance. Pas la valeur intrinsèque, pas la production industrielle, pas même nécessairement la stabilité politique. C'est la croyance collective que cette monnaie sera acceptée demain, que d'autres l'accepteront, qu'elle conservera un pouvoir d'achat relatif. Cette confiance repose sur des piliers invisibles mais puissants. La capacité de l'État à taxer, à emprunter, à imposer sa monnaie par la loi, et surtout, dans le cas du dollar, à dominer le système financier mondial. Après 1971, les États-Unis ont reconstruit cette confiance non pas sur l'or, mais sur le pétrole. En 1974, l'administration Nixon conclut un accord secret avec l'Arabie saoudite. Les Saoudiens vendront leur pétrole exclusivement en dollars, et en échange, les États-Unis garantiront la sécurité militaire du royaume. Cet accord, bientôt étendu à l'ensemble de l'OPEP, crée ce qu'on appelle le système des pétrodollars. Désormais, tout pays qui veut acheter du pétrole doit d'abord obtenir des dollars. Cette demande structurelle soutient le dollar même en l'absence de contrepartie en or. Mais le système des pétrodollars ne suffit pas à expliquer la domination du dollar. Il y a aussi l'infrastructure financière. Le réseau SWIFT, qui connecte les banques du monde entier et permet les transactions internationales, est contrôlé par des institutions occidentales et fonctionne principalement en dollars. Les marchés de la dette américaine sont les plus liquides et les plus profonds du monde. Les bons du Trésor américain sont considérés comme l'actif sans risque par excellence, celui que les investisseurs achètent en période de crise. Cette liquidité attire les capitaux, et ces capitaux renforcent la position du dollar. C'est un cercle vertueux, tant qu'il tourne dans le bon sens. Mais les cercles vertueux peuvent devenir vicieux. Pour maintenir cette domination, les États-Unis ont également déployé leur puissance militaire et diplomatique. Chaque fois qu'un pays a tenté de commercer hors du dollar, il a été isolé, sanctionné, parfois envahi. L'Irak de Saddam Hussein, en 2000, annonce qu'il vendra son pétrole en euros. 3 ans plus tard, le pays est envahi. La Libye de Mouammar Kadhafi, en 2011, tente de lancer un dinar or pour les échanges africains. Quelques mois plus tard, le régime tombe sous les bombes de l'OTAN. Ces exemples ne prouvent pas nécessairement une causalité directe, mais ils illustrent un principe simple. Défier le dollar, c'est défier l'ordre américain. Et cet ordre dispose des moyens de se défendre. Pourtant, malgré cette puissance, des fissures apparaissent. Lorsque les États-Unis utilisent le dollar comme arme géopolitique, en imposant des sanctions financières, en gelant des avoirs, en excluant des pays du système SWIFT, ils créent involontairement une incitation pour ces pays à chercher des alternatives. Après l'invasion de l'Ukraine en 2022, les États-Unis et leurs alliés imposent des sanctions massives contre la Russie, gelant notamment les réserves de change de la Banque centrale russe détenues en dollars et en euros. Cette décision envoie un signal au reste du monde. Vos réserves en dollars ne sont pas vraiment les vôtres. Elles peuvent être confisquées du jour au lendemain si vous déplaisez à Washington. La Chine observe attentivement. L'Arabie saoudite aussi. L'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud réfléchissent. Si les États-Unis peuvent geler les avoirs russes aujourd'hui, qui sera le suivant demain?
Le mécanisme qui soutient le dollar repose sur un flux circulaire de dettes et de crédits. Les États-Unis émettent des obligations du Trésor pour financer leur déficit. Ces obligations sont achetées par des investisseurs étrangers, banques centrales, fonds souverains, institutions financières. Ces acheteurs reçoivent en échange des dollars qu'ils réinvestissent dans l'économie américaine ou qu'ils conservent comme réserve. Ce que nous observons aujourd'hui n'est pas sans précédent. L'histoire est remplie de monnaies de réserve qui ont perdu leur statut. Avant le dollar, il y avait la livre sterling. Au XIXe siècle et jusqu'à la Première Guerre mondiale, la livre britannique était la monnaie dominante du commerce international, soutenue par l'or, par la puissance de la Royal Navy et par l'immense empire colonial britannique. Puis vint la guerre. Entre 1914 et 1918, le Royaume-Uni s'endette massivement pour financer l'effort de guerre. L'empire s'affaiblit. En 1931, face à une crise financière, le gouvernement britannique suspend la convertibilité de la livre en or. Le déclin est irréversible. En 1945, le Royaume-Uni est techniquement en faillite, soutenu par des prêts américains. La livre cède sa place au dollar. La transition prend 30 ans, de 1914 à 1945, marquée par 2 guerres mondiales et une dépression. Ce qui nous attend pourrait être bien plus rapide. Car aujourd'hui, la vitesse de circulation de l'information et des capitaux est incomparablement plus grande qu'au XXe siècle. Un tweet, une annonce de banque centrale, un déplacement géopolitique peuvent déclencher des mouvements de capitaux en quelques secondes. Les marchés financiers fonctionnent 24 heures sur 24, reliés par des algorithmes de trading haute fréquence. Dans ce contexte, un effondrement monétaire ne se déroule pas sur des décennies. Il peut se produire en quelques mois, voire en quelques semaines. L'histoire récente en offre des exemples. En 1997, la crise financière asiatique fait s'effondrer les monnaies de la Thaïlande, de l'Indonésie, de la Corée du Sud en quelques semaines. En 2008, la faillite de Lehman Brothers déclenche une panique mondiale qui manque de faire s'effondrer le système bancaire en quelques jours. Ces crises sont contenues grâce à des interventions massives des banques centrales. Mais que se passe-t-il si la crise touche la Banque centrale mondiale, c'est-à-dire la Réserve fédérale américaine elle-même? Les signes avant-coureurs sont déjà visibles. L'inflation, après des décennies de stabilité relative, est repartie à la hausse. Entre 2021 et 2023, les États-Unis connaissent des taux d'inflation qui n'avaient pas été vus depuis les années 1980. La Réserve fédérale, pour contenir cette inflation, relève brutalement ses taux d'intérêt, passant de près de 0 en 2021 à plus de 5% en 2023. Cette hausse des taux a un effet immédiat. Elle rend le service de la dette publique beaucoup plus coûteux. Les intérêts sur la dette américaine explosent. En 2023, les États-Unis dépensent plus de 1000 milliards de dollars par an uniquement en intérêts sur la dette. C'est plus que le budget de la défense. Et cette charge ne peut qu'augmenter, car la dette elle-même continue de croître. Les banques commerciales, elles aussi, sont sous pression. En mars 2023, Silicon Valley Bank, une des plus grandes banques régionales américaines, fait faillite en quelques jours après une ruée bancaire provoquée par des pertes sur son portefeuille d'obligations. D'autres banques suivent, Signature Bank, First Republic. La contagion est stoppée par une intervention d'urgence de la Réserve fédérale et du gouvernement, qui garantissent tous les dépôts, même au-delà du plafond légal de 250 000 $. Mais cette intervention a un coût. Elle injecte des centaines de milliards de dollars supplémentaires dans le système, aggravant encore la dévaluation de la monnaie. C'est un cercle vicieux. Pour sauver le système, la Fed doit imprimer. Mais en imprimant, elle affaiblit le dollar. Et en affaiblissant le dollar, elle pousse les créanciers étrangers à chercher des alternatives. Derrière les mouvements apparents des marchés et des taux d'intérêt, des institutions peu connues du grand public jouent un rôle central dans la stabilité monétaire mondiale.